Qu'est-ce que le travail nous apprend sur l'état de notre société? Et d'ailleurs, qu'est-ce que signifie le mot travail? C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons répondre aujourd'hui avec Marianne Dujarrier, professeure de sociologie à l'université Paris-Cité, dont le dernier ouvrage intitulé Troubles dans le travail, paru en 2021 aux éditions des Presses universitaires de France, pointe les équivoques sur le sens du mot travail. Marianne Dujarrier, bonjour. Bonjour. Au sein de votre dernier ouvrage, vous distinguez trois grandes significations actuelles du mot travail: le travail comme activité, comme effort, le travail comme ouvrage, comme production utile, ou encore le travail comme emploi rémunéré. Comment le mot travail est arrivé aujourd'hui à avoir toutes ces significations? Oui, alors le mot travail, c'est une catégorie de pensée construite dans le temps, construite socialement en fonction de l'expérience que les femmes et les hommes ont du réel. Et on s'aperçoit en effet que le mot travail a pas mal changé de signification au cours des siècles. Le mot apparaît au XIe siècle et il prend, comme vous l'avez dit, trois grands champs de signification. En fait, il y a beaucoup plus que ces trois significations aujourd'hui, puisqu'on a près de 100 synonymes du mot travail d'après les dictionnaires aujourd'hui. Et en effet, en regardant les dictionnaires historiques et actuels, on s'aperçoit que le mot travail est une très très grande polysémie que l'on peut ordonner, que je me suis autorisée à ordonner autour de trois grandes branches, si vous voulez, qui est cette idée d'effort pour faire quelque chose, de ce que les ergonomes appellent l'activité. Pas l'action, c'est pas ce qu'on fait, mais l'effort que ça demande. Et puis aussi la manière de faire, la tâche, oui, tout ce halo de signification sur l'idée de l'action en fait, et de l'action, de ce qu'elle demande, de l'action qu'on prescrit, de l'action qu'on juge. Et puis aussi la seconde branche qui apparaît plus tardivement à la Renaissance, qui est le résultat de cette activité, ce que les dictionnaires appellent l'ouvrage, qu'on pourrait plutôt maintenant appeler la production, qui s'est teintée d'utilité, de la notion d'utilité à partir du XXe siècle. Donc la production utile. D'ailleurs, quand on demande à des gens est-ce que tu travailles, il y a pas mal de jugements sur l'utilité de un tel travail, l'autre ne travaille pas. Est-ce que les fonctionnaires travaillent? Certains disent que non parce qu'ils les jugent inutiles, par exemple. Donc là, on est vraiment sur l'idée du travail comme utilité. Et puis enfin, troisième définition, troisième usage social du mot, usage ordinaire, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, l'emploi, qui est une signification qui arrive très tardivement quand le salariat s'institutionnalise et qui est précédé avant de travail comme gagne-pain. Voilà. Et certaines expressions, même certains usages du mot travail, confondent travail et salariat, puisque le salariat est devenu la forme d'emploi et de gagne-pain principale, au point où certaines disent j'ai perdu mon travail ou je cherche un travail. Donc on aurait comme ça cette idée de confusion entre travail et emploi, qui est d'ailleurs une confusion qui domine le champ institutionnel. Et vous parlez de confusion, justement, est-ce qu'il y a un risque ou des risques à cette polysémie du mot travail? Oui, évidemment, comme tout mot polysémique, la polysémie présente beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que le mot met tout le monde d'accord en apparence, alors qu'il est possible que chacun ou chacune mette une signification distincte derrière l'usage du mot. Alors, ce qui est intéressant de distinguer, c'est les usages ordinaires. Si par exemple vous me dites « oh, j'adore mon travail », qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est l'activité que vous pouvez déployer? Est-ce que c'est plutôt le sens que ça a parce que ce que vous produisez, l'ouvrage ou la production que vous faites vous semble très sensé? Ou est-ce que c'est parce que vos conditions d'emploi sont idéales pour vous ou très, très aimables? Voilà, c'est pas du tout la même phrase de dire j'aime mon activité ou je suis satisfait de mes conditions d'emploi, par exemple. Dans le champ scientifique, on a pu voir que cette polysémie pouvait mener à des confusions assez importantes, parce que j'ai pas eu le temps de le développer, mais le mot travail devient un concept à partir du 19e siècle, un petit peu avant, mais surtout au 19e siècle, dans toutes les sciences, quand les sciences se constituent. Donc notamment, on va avoir le mot travail dans les sciences physiques, mais aussi économiques, physiologiques, la psychanalyse, mais également ce mot au cœur de ces théories, de la même manière que plus tard la sociologie, etc. Donc on va avoir des usages scientifiques du mot travail qui sont extrêmement polysémiques eux aussi, au risque que dans les discussions pluridisciplinaires ou interdisciplinaires, on ne sache plus très bien de quoi on parle. C'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai fait ce livre, si je puis dire, parce que
en tant que chercheuse, moi-même, je circule pas mal dans différentes disciplines et je me suis aperçue qu'il y avait que tout le monde parlait de travail, mais pour désigner des choses quand même très différentes. Certains parlant de l'emploi, d'autres de l'activité, les troisièmes de l'utilité sociale. Donc tout ça est quand même propice à des malentendus. Mais l'usage le plus problématique politiquement, c'est lorsque le mot travail est associé à une morale ou à une valeur, ce qui est le cas depuis longtemps et plus que jamais, où on fait du travail une valeur. Alors là, je reste en effet perplexe parce que si on considère que ce mot est extrêmement polysémique, c'est qu'il charrie en fait presque autant de valeur que de signification. Par exemple, si on entend le travail comme activité, l'activité, d'après les sciences ergonomiques, psychologiques et sociologiques, notamment dans le champ clinique, ont montré que l'activité, c'est un processus très important d'élaboration sensible et signifiant de l'action et que dans l'activité se produit ou pas la production de sens. C'est dans l'activité qu'on produit du sens à ce que l'on fait et à ce qu'on peut en dire. Dit autrement, être privé d'activité, c'est être aussi agir sans cette possibilité d'élaborer du sens, c'est très très mal vécu et souvent d'ailleurs les femmes et les hommes qui sont dans ces situations disent je vais tomber malade, je vais jamais tenir. Donc on sent bien qu'il y a aussi des enjeux de santé. Alors le travail, vous voyez, comme activité est charrie une valeur très importante, on pourrait dire existentielle, de sens et de santé. Si on prend le travail du point de vue de l'emploi, le travail comme emploi, ce sont encore d'autres valeurs et très nombreuses qui sont véhiculées. En France, notamment, l'emploi compris comme salariat renvoie au système de solidarité, la sécurité sociale, qui fait que, défendre le travail, c'est défendre aussi la solidarité. Le mot renvoie évidemment aussi à la rémunération, à la répartition des richesses. Donc, autant de choses qui sont très inflammables, très émotionnelles, très importantes, puisqu'elles ont affaire à des valeurs comme la justice, la reconnaissance, etc. Et puis évidemment, le travail compris comme production charrie aussi d'autres valeurs particulièrement inquiétantes, peut-être même tragiques dans le monde actuel, puisqu'elles questionnent ce que nous produisons, ce que nous faisons au monde matériel et la possibilité de continuer à y subsister ou pas. Donc d'autres valeurs tout aussi vitales et importantes, mais bien différentes que celles qui sont charriées par les notions d'activité ou d'emploi. Voilà, donc pour dire en résumé que la valeur travail, c'est une drôle d'expression parce que le mot est si polysémique qu'en réalité, il charrie de très nombreuses et très conflictuelles valeurs. Oui. Et d'ailleurs, vous évoquez que le terme travail varie, enfin sa signification peut varier selon les usages, donc selon qui parle, mais est-ce que donc c'est le cas également pour la notion de valeur travail, qui n'est pas forcément la même selon qui parle ? Évidemment, oui. C'est là-dessus que la manipulation que vous évoquiez tout à l'heure est possible. C'est-à-dire qu'au nom de la valeur travail, par exemple, lorsque cette expression est prononcée du point de vue des politiques publiques, plutôt néolibérales, alors on ne précise donc pas ce qu'est travail, mais au nom de la valeur travail, de cette morale, donc, on peut obtenir des femmes et des hommes, par exemple, ils acceptent des conditions d'emploi extrêmement dégradées ou acceptent de faire des choses qu'ils ou elles réprouvent, produire des choses, par exemple, jugées écocides ou maltraitantes. En fait, au nom de l'activité, au nom de l'importance qu'a l'activité pour nos vies, on peut obtenir que des femmes et des hommes renoncent à des conditions d'emploi correctes. C'est le cas du bénévolat, mais c'est le cas aussi des services civiques et c'est le cas des stages, c'est le cas de tous les moments où des femmes et des hommes acceptent de faire des choses au nom de l'activité, mais à ce moment-là en dégradant leurs conditions d'emploi. Vous avez compris qu'on peut jouer comme ça à l'infini. Au nom de l'emploi, on peut accepter de dégrader l'activité. Oh, j'ai un emploi, c'est déjà pas mal. Bon, les horaires les horaires et les conditions pour la santé sont mauvaises, mais déjà j'ai un emploi, c'est bien. On voit ça très classiquement pour des femmes et des hommes qui sont effectivement vitalement en quête d'un revenu et qui peuvent accepter des emplois dangereux, risqués et parfois très pathogènes. Et puis aussi au nom de l'utilité sociale, on voit que notre société réduit
les rémunérations et parfois même plus largement les conditions d'emploi, que ce soit les femmes et les hommes qui trouvent un sens dans une utilité à être dans le champ social ou éducatif ou culturel, évidemment voilà, au sens du créer du lien social, tout ça étant une production valorisée, permet de dévaloriser paradoxalement la rémunération et parfois même le statut. Et parfois même l'activité, puisque comme vous le savez, on a beaucoup de bénévoles qui travaillent bénévolement et qui travaillent sans rémunération, pardon, et qui font des burn-out, pour dire jusqu'où cette valeur travail comprise comme production peut mener. Donc voilà, c'est un jeu, ce que j'ai appelé un jeu de bento, c'est-à-dire au nom d'une des valeurs, on peut dégrader les autres. Et justement, vous parlez de travail bénévole, de travail gratuit. Ça veut donc dire qu'il peut y avoir une décorrélation entre l'emploi rémunéré et activité, et donc ça veut dire qu'il y a les différentes significations du mot travail qui semblaient jusqu'ici liées, commencent à être un petit peu déliées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ces différentes significations ne sont plus appliquées au mot travail et qu'il peut y avoir des situations où donc un travail n'est pas forcément un emploi rémunéré ou une activité n'est pas forcément rémunérée? Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai pu observer, c'est que depuis les années 80, enfin, jusque dans les années 80, l'emploi du mot travail dans notre société française accumulait les trois définitions dont nous avons parlé. C'est-à-dire, en gros, on parlait d'un travail pour signifier un emploi rémunéré qui demande de la peine, qui demande une activité, des efforts, et qui produit des choses utiles. Voilà, l'ouvrier qui se donne la peine de fabriquer des choses, des centrales nucléaires, des voitures, ou l'employé qui fabrique la sécurité sociale gagne sa vie en faisant quelque chose d'utile par une activité qui demande des efforts. Or, ce qu'on observe, c'est qu'à partir des années 80, le cumul de ces trois significations n'est plus observable, justement. C'est-à-dire que de plus en plus, comme vous le dites, il y a des gens qui font des choses utiles, qui demandent de la peine, hors emploi et hors rémunération. Vous avez même dans l'emploi des gens qui ne peuvent pas vivre de leur emploi, ce qu'on appelle les working poor ou les travailleurs pauvres, qui sont quand même assez importants en Europe, un peu moins en France, mais significativement en Europe, et dans ces cas-là, qui dissocient l'idée de gagne-pain de celle d'emploi et même d'activité productive. Autre tectonique des plaques, si je puis dire, on s'aperçoit que dans les activités utiles à notre subsistance, qu'elles soient réalisées par des femmes le plus souvent, ou même par des retraités, ou beaucoup d'activités utiles sont faites hors emploi. Au même moment où des gens qui sont en emploi doutent de l'utilité de ce qu'ils fabriquent. Alors on voit ici qu'il y a une décorrélation entre l'idée de travail, c'est-à-dire d'emploi dans ce cas-là, et d'utilité, ou l'idée de travail comme activité et d'utilité. Ces quelques exemples montrent que se donner la peine de faire quelque chose, produire quelque chose d'utile et avoir un emploi protégé et rémunérateur sont des situations de plus en plus décorrélées, détachées. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a parfois des sociétés qui vont injecter par l'extérieur de l'utilité à l'entreprise en proposant à des salariés de participer à du bénévolat ou à participer à des activités d'association, comme pour réinjecter, je ne sais pas si le terme est bon, du sens ou de l'utilité en fait à l'activité de l'entreprise. Oui, c'est amusant d'ailleurs cette expression réinjecter du sens. Vous avez raison de la citer, on l'entend beaucoup, donner du sens aussi, oui. qui trahit une conception du sens comme d'une chose, oui. Un sens qui serait substantiel, un peu comme un ballon qu'on pourrait se refiler, se donner, ou d'un produit qu'on pourrait injecter. Alors, moi je fais partie d'un courant sociologique, clinique, qui pense plutôt que le sens n'est certainement pas un objet, une chose, mais plutôt un processus. Ça se fabrique en fait le sens dans l'activité. Donc du coup c'est extrêmement
délicat et difficile de l'injecter comme vous citiez le mot, hein, de l'extérieur. D'ailleurs, très rares sont les managers qui arrivent en effet à donner du sens si l'activité elle-même n'est pas modifiée ou affectée. Donc, en effet, l'absence d'utilité sociale qui peut être ressentie par un nombre significatif, un tiers quand même des salariés déclarent douter de leur utilité sociale dans le cadre de leur emploi, peut être compensée hors emploi ou, comme vous le suggérez, dans le cadre de l'emploi par le bénévolat d'entreprise. Mais le plus souvent, les gens compensent hors emploi par des activités jugées utiles ou jugées productives, constructives et non pas destructives hors de leur temps de travail, de leur temps d'emploi, donc en réalité. Vous avez parlé au début de notre entretien du fait que le travail est une catégorie de pensée. De ce que je comprends de ce que ça signifie, ça veut dire que c'est un mot qui exprime l'état de la société. Et dans ce cas-là, quel est l'état de notre société d'après le mot travail ? Alors c'est une très bonne question, puisque en effet les catégories de pensée au sens de Durkheim, de Mauss, Bourdieu ou Marie Douglas par exemple, ou même Lévi-Strauss en anthropologie, ce sont les mots que nous utilisons expriment l'état de la société, c'est-à-dire de nos pratiques en réalité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le mot dont nous avons hérité, le mot travail dont nous avons hérité des 19e et 20e siècles, aujourd'hui est vraiment mis à l'épreuve des pratiques, justement, et des pratiques empiriques qu'on peut observer très facilement entre la production hors emploi, l'emploi qui sert à rien, les emplois mal rémunérés, la possibilité de gagner de l'argent sans travailler, enfin voilà. Toutes ces pratiques réelles viennent interroger la signification du mot travail, et en fait la recherche que j'ai faite part de ça, du constat que de plus en plus il y a des débats en nous et entre nous sur ce que c'est que le travail et à quel moment on travaille et qui travaille dans la société. Les doutes peuvent s'exprimer par exemple au sens ordinaire en disant oh là là, quand je fais ça je travaille pas. Je travaille pas parce que soit ce que je fais me paraît être peu tourné vers une production utile, soit parce que l'activité que ça requiert est très peu mobilisante, par exemple. Donc, savoir à quel moment je travaille ou les autres travaillent, le savoir dans nos relations professionnelles, mais aussi même ordinaires, ou le savoir au sens institutionnel est un enjeu majeur. Imaginons par exemple que nous disions bah oui, les femmes au foyer travaillent, les animaux travaillent, les animaux que nous employons pour produire des choses utiles à notre subsistance travaillent, ou que l'autoproduction en réalité n'est pas un loisir comme cela a été classé au moment où le salariat s'est imposé, mais plutôt un travail. Imaginons que nous fassions rentrer dans les institutions du travail des pratiques qui jusque-là étaient en bordure. Ça serait une vraie révolution institutionnelle. Ou que l'on fasse sortir du code du travail, par exemple, les activités qui nuisent à la subsistance, qui détruisent notre subsistance. Vous voyez l'importance de savoir ce qui est du travail ou pas quand on met en regard cette question avec les institutions qui portent le nom de travail. Pour dire autrement, le trouble sur le travail aujourd'hui, c'est le fait que nos pratiques contemporaines recouvrent mal la définition dont nous avons hérité du travail, indique surtout que ce sont les institutions qui portent ce nom, les institutions du travail, qui sont interrogées. Faut-il les faire épouser, si je puis dire, les réalités sociales empiriques que nous observons? À ce moment-là, ce serait des gros changements institutionnels. Ou faut-il faire rentrer nos pratiques actuelles de force dans les institutions du travail à l'ancienne, si je puis dire? Là, on va avoir du mal. Voilà, ça pose vraiment la question des transformations institutionnelles qui sont sans doute déjà à l'œuvre et en tout cas déjà discutées socialement autour de cette notion du périmètre du travail. Et enfin, ce sera ma dernière question. Si le mot travail a évolué depuis le XIe siècle, comment imaginez-vous son évolution future ? Alors ça, je suis très très mauvaise pour faire des prévisions. C'est pas du tout mon métier. Donc je ne peux pas prédire ce que les usages ordinaires, scientifiques et institutionnels
feront de ce mot-là. Je peux juste exprimer peut-être un vœu, ou plutôt une expérience, c'est que à la suite de cette recherche, pour ma part, je ne sais plus très bien évidemment utiliser le mot travail parce que immédiatement j'ai envie de spécifier, de dire travail au sens de. Et en fait, les spécifications, dire de quoi on parle quand on parle du travail, aide à penser de manière bien plus fine et surtout à penser différemment les possibles, les agencements possibles justement entre activité, production, rémunération, solidarité, statut. Ça ouvre vraiment des possibles dans l'outillage intellectuel que de déplier ce mot travail et d'en considérer toutes les significations et les valeurs, leurs multiples valeurs qui, je le rappelle, sont en conflit. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas une valeur travail, mais il y a surtout de nombreuses valeurs qui sont en tension, en fait, derrière le mot travail, qui est comme une guerre civile, si vous voulez, du point de vue des valeurs. Dès qu'on prononce ce mot, en fait, on prononce aussi des conflits de valeurs derrière le mot. Voilà, donc mon souhait est plutôt de déplier ce mot-là, plutôt que de continuer à l'utiliser sans spécifier les significations qu'on lui donne, pour voir ce que ça donne aussi et ouvrir des possibles au sens épistémologique et politique, les deux. Très bien, merci Marianne Dujarrier. Merci à vous. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré à l'ouvrage de Marianne Dujarrier, Troubles, dans le travail Sociologie d'une catégorie de pensée, ouvrage paru en 2021 aux éditions des Presses universitaires de France. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix, mais aussi à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram ou encore à vous rendre sur 0,org afin de vous inscrire à notre newsletter. Merci et à très bientôt.